Afin d'introduire votre critique littéraire et l'objet de votre critique, je vais commencer de mon côté avec une chronique. Une chronique un petit peu particulière, puisque c'était normalement quelque chose que j'avais écrit pour un hors-série qui ne sortira jamais. Un hors-série qui devait traiter de la guerre anglo-espagnole du XVIe siècle. Donc, comme ce hors-série ne s'est pas fait, je recycle la chronique, je l'ai un peu pimpé d'ailleurs aujourd'hui, en y rajoutant d'autres trucs, en s'éloignant un petit peu du sujet de base qui était la guerre anglo-espagnole. Parce qu'aujourd'hui, on va pas parler forcément de guerre, on va parler en fait capitalisme. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou pas? Avec Oui. le capitalisme, Avec le je sais pas. capitalisme, On bah, est il est déjà là de toute jusqu'à façon. est-ce qu'on est vraiment prêt? On est né dedans, donc on ne peut être que malheureusement prêt, mais espérons qu'on soit prêt à le défaire un jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tournant du XVIe siècle, l'Europe traverse une période de profond bouleversement spirituel. La réforme protestante provoque une fracture entre deux blocs, donnant naissance à une dynamique conflictuelle qui va dépasser les seules questions religieuses, faisant basculer alors l'Europe dans un siècle de guerre. Dans ce contexte, la guerre anglo-espagnole, qui a duré entre 1585 et 1604, se profile comme un affrontement majeur, mêlant la défense des croyances religieuses, la lutte pour la suprématie politique et la conquête des richesses coloniales, remodelant ainsi les structures économiques et sociales européennes. Cette lutte, marquée par une intense piraterie et une intense contrebande, affaiblit l'Empire espagnol, favorisant alors la montée des puissances protestantes commerçantes et contribue ainsi à l'émergence d'un capitalisme moderne. C'est le cas des Provinces-Unies qui constituent un objet central dans l'historiographie économique contemporaine. Cette région correspond en grande partie aux actuels Pays-Bas elle est fréquemment citée comme étant un laboratoire précoce où s'est développé un système capitaliste stable et institutionnalisé antérieur à la révolution industrielle. Plusieurs historiens, parmi lesquels notamment Jean Luyten van Zenden et Martin Prak, défendent cette thèse en s'appuyant sur l'analyse d'institutions financières innovantes, d'un marché du travail libéralisé et d'un cadre politique républicain favorable à l'accumulation du capital. Plus précisément, les Provinces-Unies illustrent une forme avancée du capitalisme marchand dans laquelle la circulation du capital, la sécurisation des contrats et l'existence d'organisations horizontales autonomes telles que les guildes, les communes jouent un rôle structurant. Cette configuration institutionnelle confère à la région une stabilité et une efficacité remarquables dans la gestion des marchés, ainsi qu'une adaptation qui contraste avec les structures féodales centralisées contemporaines de leur époque. L'emploi de l'expression entre guillemets capitalisme moderne fait toutefois l'objet d'un débat méthodologique dans la mesure où le capitalisme des Provinces-Unies se caractérise davantage par des mécanismes de marché et d'investissement que par une industrialisation mécanisée. Le capitalisme marchand, bien qu'innovant et précurseur, diffère donc d'un capitalisme industriel qui s'imposera plus tard en Europe, notamment au XIXe siècle. Ainsi, les Provinces-Unies offrent un modèle intermédiaire où coexistent les formes précoces d'organisation économique capitaliste dans un cadre politique social républicain. Comment, dans ce contexte, la rivalité religieuse, la guerre et l'économie s'entrelacent-elles ainsi pour façonner le monde moderne? Je vous pose la question, hein. Mais avant ça, c'est quoi les Provinces-Unies? Bon, à ce stade, je me suis dit que expliquer l'existence des Provinces-Unies était une véritable chronique en soi. Ça rajoutait littéralement 8 pages. Donc je me retrouve fort dépourvu et on va essayer de faire simple. Comme je vous dis tout à l'heure, les Provinces-Unies correspondent plus ou moins aux Pays-Bas actuels. Ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup de monde s'est tapé dessus pour prendre le contrôle de cette région, du fait de ses capacités commerciales, et donc de ses capacités à se faire du blé. Pour l'époque qui nous intéresse, ce sont les Espagnols qui contrôlent le plus gros de la région, et il faudra attendre 1579 pour que les Néerlandais décident de prendre leur indépendance et fondent la République des 7 Provinces-Unies des Pays-Bas. Abrégé en Provinces-Unies, parce que République des 7 Provinces-Unies des Pays-Bas, c'est un peu long. On fera d'ailleurs peut-être un jour une chronique sur ça, histoire de ne pas jeter à la poubelle toutes les infos que j'ai trouvées. Mais bref, retour à la chronique de maintenant. On va donc essayer d'analyser le premier facteur de la naissance de ce capitalisme marchand néerlandais, à savoir la religion. Alors à votre avis, de quelle religion on va parler
Le Ah ah, protestantisme? le protestantisme, exactement. La réforme protestante est bien des choses, nous en parlerons d'ailleurs peut-être un jour, mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les conclusions économiques qu'elle dégage. L'influence du protestantisme et plus particulièrement du calvinisme sur l'émergence du capitalisme moderne a été une thèse majeure dans l'historiographie économique et sociologique. Dès le début du XXe siècle, un certain Max Weber a formulé l'hypothèse selon laquelle l'éthique protestante, par son ascétisme, sa valorisation du travail et de l'épargne, aurait joué un rôle décisif dans la formation d'un esprit capitaliste propice à l'accumulation du capital. Cette relation complexe entre religion et économie continue d'alimenter les débats académiques mettant en lumière les interactions entre culture morale et développement économique. Aussi, on va citer le maître directement, dans son esprit, dans son éthique protestante et l'esprit du capitalisme, pardon. Weber nous dit: problème majeur de l'expansion du capitalisme moderne n'est pas celui de l'origine du capital, c'est celui du développement de l'esprit du capitalisme. Et justement, toute la thèse principale de Weber repose sur l'idée que le protestantisme, en particulier les courants calvinistes, donc, a valorisé le travail comme une vocation divine, avec le concept de calling qui incitait les individus à exercer leur métier avec rigueur, discipline, honnêteté, transformant donc le travail en une forme de dévotion. Cette éthique favorisera une attitude positive envers l'accumulation des richesses, non pas pour l'ostentation, comme le faisaient les catholiques avant, mais comme signe d'élection divine. Je vais reciter Weber: ce n'est ni l'oisiveté ni la jouissance, mais l'activité seule qui sert à accroître la gloire de Dieu, selon les manifestations sans équivoque de sa volonté. Gaspiller son temps est donc le premier, en principe, même le plus grave de tous les péchés. Cette valorisation morale du travail conduisit également à une épargne méthodique, à une réinvestissement des profits dans l'entreprise, plutôt qu'à une consommation ostentatoire, créant ainsi des conditions culturelles favorables à l'expansion d'un capitalisme marchand et industriel. Cette nouvelle morale du travail s'est vue rapidement accaparée par des élites bourgeoises, notamment en Angleterre et dans les Provinces-Unies, qui sont alors devenues des moteurs d'une économie tournée vers un commerce international. Cette éthique favorise la formation d'un esprit capitaliste où l'accumulation de richesses n'est pas seulement permise mais valorisée et donc enclin à devenir un modèle pour tous. Au-delà de la simple valorisation du travail, le protestantisme encouragea la rationalisation des pratiques économiques. L'importance accordée à la discipline, à la planification et au contrôle dans la vie religieuse se traduisit par une organisation méthodique des affaires. Cette rationalisation s'exprime donc dans la gestion rigoureuse des entreprises, l'optimisation des ressources et l'innovation financière. Par ailleurs, les communautés protestantes développèrent des réseaux de confiance et de solidarité facilitant les échanges commerciaux et la circulation de l'information. Élément, tout ça essentiel bien évidemment, dans la construction d'un capitalisme efficient. Cette dimension sociale permit la formation des coalitions économiques stables et la réduction des coûts de transaction. Cette éthique coexiste paradoxalement avec la mise en place d'un système de traite négrière fondé sur la déshumanisation et la violence extrême. Les esclaves africains, souvent considérés comme païens entre guillemets, sont justifiés dans leur asservissement par une logique religieuse de conversion forcée ou de domination divine, une chose qui avait déjà été mise en place par les Espagnols catholiques mais qui se voit amplifiée chez les marchands anglais et néerlandais, où l'humain devient ni plus ni moins qu'une marchandise. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. La traite pose ainsi une contradiction morale majeure, alors que la foi protestante valorise la dignité humaine et la responsabilité individuelle, la réalité économique impose l'exploitation brutale de millions d'Africains. Cette tension se traduit par des débats internes, mais le poids des intérêts économiques l'emporte largement, comme toujours et comme toujours aujourd'hui. Simultanément, la guerre anglo-espagnole incarne la confrontation entre un empire catholique de l'Espagne de Philippe II et l'Angleterre protestante d'Élisabeth Ier. Au cœur du conflit se trouve donc une opposition confessionnelle fondamentale. Philippe II d'Espagne incarne la puissance catholique, soucieux d'étendre la contre-réforme et de réprimer les révoltes protestantes, surtout dans les Provinces-Unies, et l'Angleterre d'Élisabeth Ier, devenue protestante depuis la réforme d'Henri VIII et consolidée sous son règne, soutient non seulement les insurgés des Provinces-Unies, mais voit aussi un énorme intérêt à saper l'économie de l'Espagne en soutenant les rebelles à travers la contrebande d'armes notamment. Au-delà du religieux, le conflit se joue alors ainsi à travers de vraies questions économiques.
L'Espagne détient d'immenses richesses issues des mines d'or et d'argent d'Amérique qu'elle utilise pour financer ses guerres, là où l'Angleterre, encore en construction comme puissance coloniale, cherche à s'imposer dans les échanges mondiaux. La guerre devient donc un objectif économique. Contrôler les routes maritimes, les colonies et affaiblir l'adversaire sont des objectifs majeurs. La guerre stimule donc le développement économique maritime tourné vers la course, la colonisation, le commerce. De nouvelles compagnies de commerce se structurent et l'Angleterre s'affirme progressivement comme puissance navale et commerciale, tandis que l'Espagne commence à montrer des signes d'essoufflement. Mais ça pareil, nous en reparlerons aussi. Si la thèse weberienne a marqué profondément la réflexion sur l'éthique et le capitalisme, elle a été critiquée et nuancée. Plusieurs historiens soulignent que le capitalisme s'est également développé dans des régions catholiques et que d'autres facteurs économiques et politiques et techniques sont essentiels pour comprendre sa genèse. D'autres travaux insistent sur le fait que le protestantisme a surtout favorisé certaines formes de capitalisme marchand et industriel dans des contextes spécifiques, notamment en Europe du Nord-Ouest, sans être la cause exclusive ou universelle de la naissance de ce capitalisme. De plus, l'importance d'institutions telles que la propriété privée, les droits contractuels, les marchés financiers doit être intégrée à cette analyse. Au-delà des valeurs culturelles, le protestantisme influença également les structures institutionnelles. Par exemple, la décentralisation ecclésiastique, la valorisation de la lecture individuelle favorisèrent une démocratisation de la connaissance et un développement de l'alphabétisation, éléments favorables à l'innovation et à la diffusion de pratiques capitalistes. Les communautés protestantes mirent aussi en place des formes d'autonomie locale et des mécanismes de gouvernance qui encouragèrent la responsabilité individuelle et la participation économique. Ces institutions contribuent à sécuriser les droits de propriété et les contrats, conditions sine qua non de ce capitalisme moderne. L'analyse de la responsabilité du protestantisme dans la naissance du capitalisme souligne l'importance des facteurs culturels et religieux dans la formation de l'esprit du capitaliste. L'éthique protestante, par sa valorisation du travail, sa discipline, sa rationalisation, a créé un cadre moral et social favorable à l'accumulation du capital et à l'essor des économies marchandes. Cependant, comme on l'a vu, cette influence doit être envisagée comme un facteur parmi tant d'autres, en interaction avec des transformations économiques, politiques et institutionnelles plus larges. La naissance du capitalisme moderne résulte ainsi d'une conjonction complexe de dynamiques où la religion occupe une place significative, mais non exhaustive. Et comme autre facteur du capitalisme émergent, il y a bien évidemment, comme on l'a vu il y a quelques instants, la guerre économique de l'Angleterre contre l'Espagne. Car oui, pour avoir des provinces-unies fortes, il nous faut une Espagne faible. C'est pour ça qu'on va faire un petit aparté pour parler des Anglais. Je vais donc me permettre de vous résumer rapidement les causes de la guerre anglo-espagnole, plus ou moins ce qu'on avait prévu dans le hors-série à la base. Alors déjà, est-ce que ça va avant qu'on aille faire le résumé? Ça va, oui. Oui, Ok. très bien. Ok, ça va. C'est très intéressant. ouais, c'est Dites-moi, dites-moi, parce que c'est un peu lourd comme il y a beaucoup d'informations très- Il y et ça a, touche ouais, beaucoup autour de l'économie du XVIe siècle, donc c'est il y a beaucoup d'infos, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. ok. Voilà, ouais. Et J'apprends bah, des trucs, donc tant mieux. donc c'est que ça se passe bien du coup. Parfait. Et bah écoute, on va parler guerre anglo-espagnole. Donc, comme on l'a vu au XVIe siècle, plus précisément en 1585, une guerre formelle qui résulte d'un enchevêtrement complexe de facteurs religieux, politiques, économiques et stratégiques va opposer l'Angleterre à l'Espagne. Comme on l'a vu, ce sont vraiment deux blocs, le bloc catholique d'une part et le bloc protestant de l'autre. Le point de contact de cette guerre, c'est l'accession au trône d'Élisabeth Ier, trône d'Angleterre, bien sûr, en 1558, et son refus de restaurer le catholicisme en Angleterre après le règne catholique de Marie Tudor. Cela va provoquer l'hostilité de Philippe II d'Espagne, défenseur de la foi catholique et ancien époux de la fameuse Marie Tudor. Donc en 1570, le pape Pie V excommunie Élisabeth, qui lui fait une belle jambe vu qu'elle est protestante, et exhorte les catholiques à se soulever contre elle, ce qui renforce la méfiance mutuelle entre Londres et Madrid. L'un des éléments déclencheurs majeurs est l'implication croissante de l'Angleterre dans le conflit opposant les Provinces-Unies à la monarchie espagnole. En effet, depuis 1568, les Provinces-Unies majoritairement protestantes luttent pour leur indépendance face à la domination espagnole. Élisabeth, bien que d'abord réticente, apporte progressivement un soutien militaire et financier aux rebelles.
Ce soutien finit par être formalisé en 1585, tiens d'ailleurs date de l'entrée en guerre de l'Espagne contre l'Angleterre, à travers ce qu'on appelle le traité sans pareil, traité dans lequel l'Angleterre s'engage à envoyer des troupes anglaises dans les Provinces-Unies. Donc bien évidemment, Philippe II d'Espagne va voir ça comme un acte de guerre, puisqu'en fait c'est en réalité un acte de guerre. Donc du coup, il va déclarer la guerre à l'Angleterre et patatras, tout va se passer pas du tout comme prévu pour les Espagnols. Le développement de la guerre de course anglaise menée par des corsaires comme Francis Drake va représenter un autre facteur de tension. Sous couvert de patriotisme et souvent encouragé par la couronne, des corsaires vont attaquer les navires espagnols dans l'Atlantique, pillant les trésors apportés du Nouveau Monde. Ces agressions, bien qu'officieusement tolérées par Élisabeth, sont vécues comme des provocations directes par l'Espagne qui voit sa suprématie maritime et ses revenus menacés. L'Angleterre et l'Espagne se retrouvent ainsi en concurrence directe pour le contrôle des routes commerciales et des colonies d'Amérique. L'Empire espagnol, très vaste, représente un modèle d'hégémonie que l'Angleterre commence à contester. La volonté d'accéder aux richesses américaines et de briser le monopole commercial espagnol alimente l'agressivité maritime anglaise. Enfin, dernier facteur, les tentatives d'apaisement vont échouer. Philippe II avait initialement envisagé un mariage avec Élisabeth pour maintenir une influence catholique en Angleterre, mais le projet est complètement abandonné. Les négociations diplomatiques, les deux mêmes personnes en fait, parce que à cette époque-là, ça ne sert pas à grand-chose de parler de pays, on parle plutôt de familles, en fait, de grandes familles, notamment les Habsbourg d'Espagne. Attends, mais Euh, juste, ça oui, veut dire qu'ils avaient prévu un mariage entre Philippe II et Élisabeth? ouais, ça a été envisagé pendant un moment. Ok. Ouais, pour éviter de Super se péter sur la uchronie. gueule. Ça ferait une super uchronie, ouais. Et il y a une autre uchronie qui pourrait être vachement, vachement chouette, on va en parler dans quelques petits instants. Parce que du coup, tac, 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 la guerre anglo-espagnole n'est pas le fruit d'un unique différend, mais le résultat d'une accumulation de tensions religieuses, politiques, économiques et maritimes. L'intransigeance confessionnelle des deux couronnes, conjuguée à la rivalité coloniale et au soutien de l'Angleterre aux insurgés néerlandais, mène inexorablement à un conflit prolongé, marqué notamment par l'épisode célèbre de l'Armada espagnole en 1588. Qu'est-ce que c'est l'Armada espagnole ? En fait, c'est ce qu'on appelle plus simplement l'invincible Armada. C'est un événement de l'histoire qui est assez intéressant où en gros les Espagnols ont tenté d'envahir l'Angleterre, hein, tout simplement. Et bah ça a foiré quoi. Sinon on le saurait aujourd'hui que l'Angleterre est espagnole. Mais bien tenté, Philippe. Il fallait quand même le tenter. Mais la vie en a décidé autrement. Bon bref, vous l'avez compris, hein, c'est un peu le bordel, c'est plutôt même un nœud de spaghetti, donc on va essayer de débroussailler tout ça pour faire apparaître les choses plus clairement, comme une éclaircie dans un paysage pluvieux. Et je fais trop de métaphores, donc on va être simple nom de Dieu. Bref, comment est-ce que les Anglais ont détruit l'économie de l'Espagne? Réponse déjà citée un petit peu en hauteur, c'est grâce à la piraterie. Pour prendre le contrôle de la mer, il faut avoir le contrôle des voies maritimes, ou alors trouver une solution pour saper les efforts de l'autre. La piraterie organisée, donc sous couvert d'État, qu'on appelle le corsérisme, est une arme économique décisive. La piraterie anglaise va infliger des pertes économiques considérables à l'Espagne en perturbant ses flux commerciaux, notamment les précieux commerces avec les Amériques. Les attaques répétées sur les galions espagnols chargés de ressources précieuses fragilisent la capacité financière de l'Espagne à soutenir sa politique impériale et militaire, notamment en Europe et contre les Provinces-Unies. Ces actions de piraterie permirent aussi la captation de richesses considérables par les pirates et leurs sponsors anglais, qui eux du coup par contre vont contribuer à une accumulation primitive de capital en Angleterre et donc au financement de futures entreprises coloniales. Les figures comme Francis Drake ou John Hawkins illustrent cette pratique. Agissant avec la bénédiction d'Élisabeth, ils attaquent des navires espagnols, capturent des richesses, affaiblissent la domination de la couronne ibérique. Ces actes entre piraterie et guerre privée sont essentiels pour financer la montée en puissance des Anglais. Cette guerre de course ne se limite pas aux prises de butin. Elle ouvre également la voie à une économie parallèle fondée sur la contrebande. Les réseaux anglais et néerlandais contournent ainsi le monopole espagnol dans le commerce, notamment des esclaves africains. La traite négrière, jusque-là contrôlée par l'Espagne et le Portugal, est ainsi progressivement intégrée dans un système commercial capitaliste en expansion. Ce commerce illicite contribue à déstabiliser la puissance espagnole et favorise la diversification économique de nouveaux acteurs maritimes. La contrebande dans les Caraïbes a été un vecteur majeur de la diffusion de ce capitalisme marchand, reliant les économies européennes, africaines, américaines hors des circuits officiels.
L'impact économique sur l'Espagne est alors profond. La perte des revenus coloniaux liés à la piraterie et à la contrebande l'affaiblit drastiquement, alors qu'il était déjà fragilisé par la gestion coûteuse de ses possessions et de ses guerres multiples. La crise économique espagnole de ce début du XVIIe siècle est partiellement imputable à la déstabilisation des flux commerciaux coloniaux par les corsaires anglais et hollandais. Et donc du coup ça se termine mal pour l'Espagne, puisque la guerre anglo-espagnole s'achève en 1604 par la signature du traité de Londres, quelques mois après l'avènement au trône d'Angleterre de Jacques Ier, successeur d'Élisabeth Ier. Ce traité marque la volonté des deux puissances d'en finir avec un conflit long, coûteux et stérile. L'épuisement économique et l'enlisement militaire et l'évolution des priorités diplomatiques incitent Madrid et Londres à rechercher la paix. Côté espagnol, la mort de Philippe II en 1598 et l'accession au pouvoir de Philippe III favorisent un certain repli stratégique. L'Espagne, engagée sur plusieurs fronts, notamment aux Pays-Bas mais aussi en Italie, doit alléger ses charges militaires. Côté anglais, Jacques Ier, partisan d'une politique de conciliation, souhaite restaurer des relations commerciales et diplomatiques stables avec la monarchie catholique espagnole. Le traité met fin aux hostilités sans résoudre toutes les rivalités, mais il instaure un apaisement durable. L'Angleterre s'engage à ne plus soutenir les rebelles néerlandais, tandis que l'Espagne renonce à toute tentative de restaurer le catholicisme en Angleterre. Mais il est déjà trop tard. L'Espagne ne parviendra jamais à garder la main sur les Provinces-Unies et finira par reconnaître officiellement l'indépendance des Provinces-Unies en 1648, marquant l'affirmation d'un État protestant et commerçant fort. Cette république maritime s'appuie alors sur une bourgeoisie marquante, prospère, un système financier avancé et un empire colonial en expansion. Tout est maintenant en place pour faire des Provinces-Unies un laboratoire pour le capitalisme moderne. Et donc, dernière partie, le développement économique des Provinces-Unies. Le développement du capitalisme dans les Provinces-Unies a été fortement influencé par la nature particulière de ces institutions politiques et sociales. Contrairement aux royaumes absolutistes contemporains, les Provinces-Unies se distinguaient par un système républicain fondé sur des institutions décentralisées et une forte autonomie locale. Ce cadre institutionnel reposait notamment sur la coopération entre les villes, les communes et les guildes, qui jouaient alors un rôle clé dans la régulation économique et sociale. Ces institutions favorisaient une certaine horizontalité du pouvoir, évitant la concentration excessive et permettant la mise en place de règles communes pour protéger les droits de propriété et garantir la sécurité des transactions. Par exemple, les guildes, tout en limitant parfois l'accès à certaines professions, assuraient une régulation qualitative des productions et offraient un cadre contractuel stable aux échanges commerciaux. Cette protection institutionnelle contribua à restaurer la confiance nécessaire au bon fonctionnement des marchés. De plus, la République néerlandaise développa un système judiciaire efficace capable de sanctionner les fraudes et d'arbitrer les conflits économiques, ce qui renforçait la fiabilité des contrats. Cette organisation juridique fut un élément essentiel pour le développement des marchés du crédit et des investissements, en offrant aux acteurs économiques la garantie que leurs droits seraient respectés. Par ailleurs, cette société civile dynamique était également caractérisée par un pluralisme religieux et une relative tolérance, qui favorise alors la circulation des idées et la diffusion de pratiques commerciales innovantes. La coexistence de groupes religieux variés permet l'émergence d'un environnement propice à l'entrepreneuriat et donc à l'innovation. En somme, la configuration républicaine et institutionnelle des Provinces-Unies crée un équilibre entre régulation et liberté économique, essentiel à l'émergence d'un capitalisme stable. Ce modèle illustre l'importance des facteurs politiques et sociaux dans la genèse de ce capitalisme moderne, au-delà des seules dynamiques économiques. Le développement économique des Provinces-Unies au début du XVIIe siècle s'accompagna d'une série d'innovations majeures dans le domaine commercial et financier, qui constituèrent des fondements essentiels au capitalisme moderne. L'établissement en 1609 de la Wisselbank d'Amsterdam, une banque de dépôt public, fut un jalon clé. Cette institution permettait une gestion centralisée et sécurisée des paiements, réduisant considérablement les risques liés aux transferts monétaires et facilitant les échanges commerciaux tant domestiques qu'internationaux. Par ailleurs, la création en 1602 de la Währung... Désolé, hein. Je sais pas s'il faut prononcer comme en Allemagne. Non, Donc, non, non, c'est V, c'est V, hein, c'est ça. Ouais, c'est Donc, Vereinige Ostindische Compagnie ou VOC, c'est la je crois qu'on fameuse dit Westindische ou un truc comme ça, parce que c'est les Westindische. lettres qui se prononcent Ok, différemment. ok.
Bon, la VOC, quoi, la VOC dont tu nous as déjà parlé, je pense, normalement, il me semble, Ouais, Nico. c'est pour ça, ouais, j'avais déjà dû le prononcer à un moment. J'ai des vagues souvenirs. Dites-nous dans les commentaires si je prononce aussi bien que Nico ou pas. Mmh. Ah non, mais je suis même pas sûr de bien prononcer moi-même, mais je crois que j'avais déjà regardé un peu. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué le néerlandais, hein. Donc la VOC, première société par action à responsabilité limitée avec action négociable, marque une étape décisive dans la mobilisation du capital à grande échelle. La VOC introduisit une séparation innovante entre propriété et gestion, ce qui permit une diversification des investissements et une limitation des risques pour les actionnaires. Cette organisation ouvrit la voie au marché financier moderne avec l'émergence d'une bourse d'actions à Amsterdam, où les titres de la compagnie pouvaient être achetés et vendus librement. Ces institutions financières et commerciales contribuèrent à faire d'Amsterdam l'un des centres financiers les plus avancés d'Europe. La disponibilité de crédits à faible cours favorisa l'expansion du commerce maritime ainsi que le financement des activités manufacturières et agricoles. Cette liquidité accrue permit également l'émergence d'un secteur marchand dynamique où les entrepreneurs pouvaient mobiliser des capitaux importants pour des projets à long terme. Il est important de noter toutefois que cet essor ne fut pas isolé, mais s'inscrivit dans une dynamique géopolitique favorable, la République néerlandaise ayant récemment acquis son indépendance et cherchant à affirmer sa puissance commerciale face aux grandes monarchies européennes. La capacité à financer des expéditions lointaines et à gérer des entreprises multinationales fit des Provinces-Unies un acteur central du commerce mondial au XVIIe siècle. En résumé, les innovations financières et commerciales dans les Provinces-Unies constituent un socle fondamental pour l'émergence du capitalisme moderne en créant des mécanismes efficaces de mobilisation, de gestion et de transfert du capital à grande échelle. Cet essor économique s'accompagna d'une expansion coloniale, bien évidemment, et d'une implication croissante dans les réseaux commerciaux mondiaux, qui révélèrent les dimensions contradictoires du capitalisme naissant. La République néerlandaise développa un empire colonial basé sur la domination maritime, notamment grâce à la VOC, aussi grâce à la WIC, donc la West Indische Company. De toute façon, en vrai, c'est comme pour les Français, on va traduire, hein, c'est comme pour les Français et pour les Anglais. Hein. En fait, Vereinigte Oost-Indische, c'est tout simplement la compagnie des Indes orientales, et la West-Indische Company, c'est la compagnie des Indes occidentales. Hein. C'est toujours le même concept, juste c'est en français, en anglais ou en néerlandais. Mais bref, cette expansion coloniale va permettre l'accumulation rapide de richesses, mais elle va s'appuyer aussi sur des pratiques violentes, comprenant l'esclavage, la spoliation des populations autochtones et la monopolisation brutale des ressources. C'est donc à ce moment-là que on va avoir l'essor du fameux commerce triangulaire qui va reposer sur un circuit commercial en 3 temps que vous connaissez, mais pour les auditeurs, on va le redire. L'Europe exporte des marchandises manufacturées vers l'Afrique où elles sont échangées contre des esclaves. Ces derniers sont ensuite transportés vers les colonies américaines pour y être vendus, alimentant les plantations afin que les productions coloniales, sucre, coton, tabac, retournent en Europe, bouclant ainsi le cycle. Cette structure circulaire maximise les profits à chaque étape, illustrant la dynamique capitaliste d'accumulation, de réinvestissement du capital. Les entreprises européennes, souvent organisées sous la forme de sociétés par action ou de compagnies commerciales, mobilisent d'importants capitaux pour financer les expéditions. La mise en place d'institutions financières telles que les banques et les bourses à Amsterdam, Londres ou Nantes permirent une sécurisation des investissements et la négociation des actions, facilitant l'extension rapide de ces réseaux. Ainsi, le capitalisme apporta un cadre institutionnel et financier essentiel à la traite, en transformant cette traite négrière en une activité rentable et systématique. La recherche du profit, pilier central du capitalisme, induisit alors une rationalisation méthodique des pratiques commerciales dans le commerce triangulaire. Cette rationalisation inclut la spécialisation des tâches, l'organisation efficace, la maximisation des capacités d'emprisonnement et la réduction des coûts liés aux pertes humaines et matérielles. Cette logique économique contribue à la déshumanisation systématique des personnes réduites en esclavage, traitées comme des marchandises quantifiées en termes de rentabilité. La gestion capitaliste des esclaves se traduisit par une organisation industrielle du travail forcé dans les plantations avec des méthodes disciplinaires sévères visant à maximiser la productivité. Ainsi, le capitalisme ne fut pas seulement complice, mais moteur d'une exploitation inédite par son ampleur et sa systématicité. L'importance du commerce triangulaire dans l'accumulation initiale du capital nécessaire au développement industriel européen fait l'objet de débats historiographiques. Eric Williams soutient que les profits tirés de la traite et des plantations furent un facteur clé de la révolution industrielle britannique. Les bénéfices furent en effet réinvestis dans des industries naissantes favorisant la mécanisation et l'expansion économique. Si cette thèse est aujourd'hui nuancée, notamment par deux historiens, donc De Vries et Van der Voort,
il demeure que le commerce triangulaire contribua de manière systématique au développement des infrastructures financières et commerciales capitalistes. La concentration du capital, le développement des assurances maritimes et la multiplication des sociétés d'investissement, tous liés à la traite, renforcèrent les capacités productives européennes. Les mécanismes capitalistes à l'œuvre dans le commerce triangulaire engendrèrent des inégalités structurelles profondes, tant entre continents qu'au sein de sociétés européennes et coloniales. L'exploitation brutale des populations africaines et des esclaves américains constitue une dimension essentielle et tragique de ce système. Par ailleurs, les bénéfices concentrés dans une élite marchande accentuèrent les disparités sociales en Europe également. Sur le plan moral, cette période interroge la prétendue neutralité du capitalisme qui s'est construit en partie sur des bases d'oppression et de violence institutionnalisées. Les travaux récents insistent sur la nécessité d'intégrer ces dimensions dans la compréhension globale du capitalisme afin d'en saisir à la fois les dynamiques économiques et leurs implications éthiques. L'analyse historique et économique du commerce triangulaire met alors en évidence la responsabilité intrinsèque du capitalisme dans l'organisation, la rationalisation et la perpétuation de ce système d'exploitation. Le capitalisme, en tant que système fondé sur l'accumulation du capital et la recherche du profit, a fourni les instruments financiers, institutionnels et logistiques qui ont permis la traite négrière à une échelle massive. Donc si le capitalisme a favorisé les innovations technologiques majeures et contribué à la formation des économies modernes, il s'est également construit sur des pratiques profondément inégalitaires et violentes. Cette ambivalence souligne l'importance d'une approche critique intégrant à la fois les progrès économiques et les dimensions morales dans l'histoire capitaliste. Mais ces réalités démontrent que le capitalisme hollandais, tout en favorisant le développement économique, fut intrinsèquement lié, comme je l'ai dit, à des inégalités profondes. Par ailleurs, à l'intérieur même des Provinces-Unies, les bénéfices de la croissance économiques sont inégalement répartis comme on l'a vu tout à l'heure. Si une bourgeoisie marchande prospère s'affirme, les couches populaires, notamment les paysans et les travailleurs urbains, connurent des conditions de vie souvent précaires, accentuées par la montée du salariat et la volatilité des marchés. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose. Cette dualité sociale illustre que l'émergence du capitalisme fut également donc source de tensions et d'exclusion. L'étude de l'origine du capitalisme dans les Provinces-Unies révèle un processus historique complexe et plurifactoriel fondé sur une combinaison singulière d'éléments économiques, institutionnels, politiques et sociaux. Les racines médiévales, marquées par le développement progressif d'une économie de marché, ont posé les bases d'une transition agricole et commerciale facilitée par des transformations environnementales et institutionnelles. Ce cadre favorable a permis l'émergence d'un capitalisme marchand caractérisé par des innovations financières majeures, une intégration accrue des marchés et une structuration institutionnelle républicaine garantissant la stabilité des échanges. La République hollandaise a été la première expression d'un État bourgeois capitaliste où religion protestante et commerce étaient indissociables. Dans ce cadre, le commerce triangulaire se développe comme un système global liant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il repose sur l'exploitation de la main-d'œuvre esclave africaine pour alimenter les plantations américaines, produisant des biens exportés vers l'Europe, qui à son tour fournit les marchandises à l'Afrique. Ce circuit est un des premiers exemples d'économie mondialisée capitaliste. Le commerce triangulaire fut donc un système économique capitaliste à part entière, fondé sur la maximisation des profits par la gestion efficace des flux de marchandises et d'esclaves. Enfin, la religion continue de jouer un rôle dans la justification morale de ces pratiques. Catholiques comme protestants utilisent des arguments religieux pour légitimer la traite et l'esclavage, invoquant la conversion et la mission civilisatrice que la traite négrière a permis. Les profits issus de ce commerce ont financé la création d'institutions financières modernes et la montée en puissance des compagnies commerciales. Ainsi, les Provinces-Unies constituent alors un terrain d'étude privilégié pour comprendre les conditions d'émergence du capitalisme moderne en Europe, offrant un exemple précoce de système capitaliste avant la révolution industrielle. Leur expérience illustre l'importance des institutions, des innovations financières, des configurations politiques dans la genèse des économies de marché contemporaines, tout en invitant bien sûr à une réflexion critique, puisque le capitalisme a des implications sociales et morales problématiques. Et quand je dis problématique, c'est que tout ce que j'ai lu ici, on voit bien que ça continue toujours à se répercuter aujourd'hui, ce 18 janvier 2025, avec les dernières annonces de notre très cher gouvernement Bayrou. Et c'est sur ça qu'on terminera cette chronique. Merci Marc. Je vous en prie, c'était long, je suis désolé. On va bien doomer et bader tout ça. Surtout en finissant sur Bayrou. Ouais, c'est clair. Mais non, parce que vous allez nous remettre de la joie en faisant une critique littéraire humoristique, probablement. N'est-ce pas ?
Un livre de blagues. Un livre de blagues, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'était vachement intéressant. Et ouais, le lien, l'importance de nos voisins néerlandais. Ouais, on dirait pas comme ça, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai. J'ai dit la métaphore de plat de spaghetti, mais c'est un vrai plat de spaghetti en fait. Ouais. Quand j'ai cherché un petit peu, t'arrives plus trop à savoir qui est responsable de quoi à quel moment. T'as juste Ouais. l'impression qu'il y a un moment donné où t'as tous les facteurs qui sont réunis pour que ça se passe en fait. Ouais, au final, tu peux pas pointer un responsable ou. Non, et encore, je vous ai épargné tous les. Parce qu'il y a. Qu'est-ce qui fait que les Provinces-Unies, c'est un endroit où il y a de la thune? Et ça remonte au Moyen-Âge. Donc en fait, c'est infini en fait. Les causes sont Bon infinies. endroit, au bon moment, ok. Mais là, t'as un marqueur qui fait que t'as la bonne religion, t'as le suffisamment de pognon et t'as un empire qui s'effondre. Et t'as tout qui est réuni pour l'émergence d'un nouveau système. Voilà. Bah, À merci. vous la parole. Désolé, hein. Non, mais Je je vous ai pense que sapé le moral. Non, mais c'est très bien. C'est clair. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.